Un aperçu par la fenêtre et une vie changée à jamais. Bienvenue à Conte Policier, je suis votre hôte Gabriel. Déposez un commentaire. D'où écoutez-vous aujourd'hui? C'est toujours une joie d'avoir de vos nouvelles. Passons maintenant à l'histoire. C'était le genre d'après-midi que St. Edmund's Cross faisait le mieux. Chauffé par le soleil, légèrement venteux et totalement sans importance. La foire paroissiale, qui se tenait chaque année sur la pelouse derrière le presbytère, battait son plein. Les étals étaient remplis de cache-théières tricotées, de confitures de groseilles et d'épaisses tranches d'éponge Victoria. Les enfants se précipitaient en hurlant, les mères traînaient derrière eux en brandissant des mouchoirs humides, et la fanfare hurlait joyeusement, bien qu'elle soit terriblement désaccordée. Miss Jane Marple, assise sous un auvent rayé, à côté de la tombola, regardait la scène avec un regard affectueux et perçant. Elle portait un chapeau de paille orné de bleuets, et une expression agréable qui avait tendance à inciter les gens à se confier à elle sans vraiment le vouloir. Elle avait déjà compris que le nouveau locataire de Madame Calthorpe n'était pas en fait un colonel à la retraite comme il le prétendait, et que la jeune Mavis Denham avait été vue se faufilant hors de la réserve de l'épicier, les cheveux en désordre. C'est incroyable, pensa Miss Marple. Comme peu de changements au fil des ans, simplement les visages et les modes. Mais le véritable enthousiasme de la foire devait être le exposition de talent, un nouvel ajout proposé par l'épouse du révérend dans un élan d'enthousiasme moderne. Les villageois avaient été incités à offrir de petites représentations. Récital de poésie, solo de piano, lecture dramatique, dont le point culminant était le point culminant. Une courte pièce de théâtre jouée derrière, un rideau tendu à la hâte à l'intérieur de la salle paroissiale. Madame Edgecombe, une femme impérieuse passionnée par le théâtre amateur, s'était portée volontaire pour la mise en scène. La pièce, une affaire mélodramatique sur un héritage volé, promettait d'être un triomphe artistique. Et selon Madame Edgecombe elle-même, dont les triomphes artistiques étaient souvent plutôt éprouvants pour tout le monde. À 4 heures précises, les villageois étaient rassemblés dans la salle qui sentait légèrement la poussière et le vieux cirage à bois. La scène était placée au fond, un épais rideau de velours cachant le casting. Seule leur silhouette serait visible, pour un effet dramatique, avait déclaré Madame Edgecombe avec panache. Le public, écrasé dans des rangées de chaises pliantes, s'est installé dans l'air humide avec une anticipation polie. Miss Marple, après s'être assuré un siège près du fond, le meilleur pour observer inaperçu, avait-elle trouvé, déplia son éventail en dentelle et observa le lourd rideau avec un intérêt tranquille. La représentation a commencé maladroitement, avec des ombres exagérées gesticulant sauvagement derrière le tissu rétroéclairé. Les lignes ont été livrées avec un mélange de nervosité et de grandeur. Il y a eu des incidents mineurs, une silhouette laissant tomber une lettre, et une porte grinçante qui refusait de s'ouvrir et la voix incomparable de M. Pendlebury, retentissant alors qu'elle aurait dû chuchoter. Pourtant, tout cela a été pris dans la bonne humeur, jusqu'au coup de feu. Au départ, il n'était pas clair que quelque chose n'allait pas. Le scénario à notre connaissance incluait un coup de pistolet en l'air lors d'une bagarre pour l'héritage. Ainsi, lorsque le craquement aigu résonna dans la salle, quelques rires nerveux flottèrent dans le public. Mais le deuxième son, un bruit sourd et traînant, ne figurait pas dans le script. Les silhouettes derrière le rideau se figèrent. L'une d'elles, une silhouette de femme coiffée d'un grand chapeau, poussa un petit cri. Puis, c'est le chaos. Le rideau battit violemment tandis que quelqu'un passait, révélant les coulisses de fortune où se mélangeaient accessoires et costumes. La voix de Madame Edgecombe s'éleva paniquée. Lumière, allumez les lumières. Le vicaire, tâtonnant avec l'interrupteur, réussit finalement à inonder la pièce d'un éclairage intense. Le public s'avança, les murmures alarmés ondulant comme une vague. Edmund Blackstone,
l'avocat récemment retraité à St. Edmund's Cross, était allongé au centre de la scène. Son corps tordu de manière grotesque, un bras tendu comme s'il cherchait quelque chose. Le sang s'accumulait sous lui, sombre et dur contre le parquet poli. Un pistolet à hélice, dont le canon fumait encore légèrement, se trouvait à quelques centimètres de sa main. Pendant un long moment, personne ne bougea. Puis Madame Edgecombe poussa un gémissement et s'évanouit théâtralement dans les bras de M. Pendlebury. Quelqu'un a crié. Le vicaire se mit à bavarder sur l'idée d'envoyer chercher le médecin. Miss Marple restait assise, s'éventant légèrement, ses yeux bleus perçants et très alertes. Elle avait aperçu, juste un instant, avant la confusion, un mouvement derrière le rideau. Une silhouette, fugace et silencieuse, se glissant par l'étroite sortie latérale utilisée par le verger de l'église pour aller chercher des accessoires. Plus révélateur encore, elle avait remarqué la façon dont la silhouette de M. Blackstone, quelques instants avant le tir, semblait se diriger vers quelqu'un non visible du public, quelqu'un caché dans l'obscurité tout au bord de la scène de fortune. Une personne qui connaît bien le plan, pensa Miss Marple, et bien au courant peut-être des secrets de M. Blackstone, pour les secrets qu'il devait avoir. On ne se retire pas d'un cabinet prospère de Londres pour s'installer dans un village endormi sans raison. Et déjà, dans les doux murmures de ses voisins, Miss Marple avait décelé des indices. Une ex-épouse, des investissements troubles, un scandale professionnel hâtivement étouffé. En quelques minutes, le policier local, le sergent Vine, fut arrêté. C'était un jeune homme au visage rouge, enclin à hurler dans des situations stressantes et peu enclin à la subtilité. Personne ne doit partir, aboya-t-il, gonflé par l'importance du moment. C'est maintenant une scène de crime. Miss Marple s'autorisa un petit soupir. Le sergent Vine ferait sans aucun doute de son mieux, mais elle savait déjà que ce serait à des yeux plus calmes et plus âgés de donner un sens à ce qui s'était passé. Elle plia soigneusement son éventail, se leva avec douceur et dignité, et se dirigea vers la table de rafraîchissement, où l'attendaient une théière de thé tiède et une assiette de biscuits au gingembre légèrement rassis. Le meurtre, pensa-t-elle, ressemble beaucoup à la moisissure. Il s'insinue dans les endroits les plus improbables quand on s'y attend le moins. Derrière elle, la salle bourdonnait de spéculations. Ça a dû être un accident. Pauvre M. Blackstone, mais qui voudrait sa mort? J'ai entendu dire qu'il gardait de l'argent liquide caché dans sa maison. C'était peut-être un vol. Miss Marple but une délicate gorgée de thé. Elle avait appris depuis longtemps que lorsqu'un crime se produisait, la vérité se trouvait, rarement dans des théories criées ou dans des gestes dramatiques. Non, la vérité se trouverait dans des remarques chuchotées, des regards coupables, de petites incohérences trop minimes pour que la plupart les remarquent. Et sur la croix de Saint-Edmond, tout le monde avait quelque chose à cacher. Le lendemain matin, la croix de Saint-Edmond était en effervescence. Ce n'était pas tous les jours qu'un homme était abattu à la vue de la moitié du village, même si les villageois n'avaient qu'aperçu sa silhouette. À l'heure du petit déjeuner, les théories avaient déjà fleuri comme des pissenlits après la pluie, devenant plus sauvages et plus enchevêtrées à chaque récit. Au pub Rose and Crown, M. Pendlebury, encore rouge de l'excitation de la veille, a déclaré autour de sa pinte qu'il s'agissait d'une querelle d'amoureux sans aucun doute. Pendant ce temps, chez l'épicier, Madame Finch murmurait à son voisin qu'elle avait vu des gens étranges, flânant près du parc du village plus tôt dans la semaine. Les gens de la ville, ceux qui n'ont rien à faire ici. Au presbytère, une réunion de prière spéciale fut organisée à la hâte, même si les discours d'avant et d'après n'avaient pas grand-chose à voir avec le salut et beaucoup à voir avec la spéculation. Madame Edgecombe, ressuscitée de son évanouissement et appréciant quelque peu le rôle d'héroïne tragique, a déclaré à qui voulait l'entendre que tout cela était positivement shakespearien
et a laissé entendre sombrement qu'elle avait toujours soupçonné des courants sous-jacents dangereux dans la nature de M. Blackstone. Au centre de tout cela, calme comme un étang, se trouvait Miss Marple. Elle a passé la matinée tranquillement à faire ses tournées habituelles, une visite au comité des fleurs de l'église, un arrêt à la poste et une courte promenade dans la verdure, souriant doucement, s'arrêtant pour discuter, écoutant. Toujours à l'écoute. Les gens disaient les choses les plus extraordinaires, alors qu'ils pensaient simplement bavarder. De Madame Sims, l'épouse du boulanger, Miss Marple a appris que M. Blackstone avait fréquemment reçu des lettres lourdes de Londres, et qu'il s'était un jour disputé assez vivement avec un homme qui conduisait une automobile vert foncé, vu garé devant son cottage tard dans la nuit. Du jeune Peter Alsop, elle a appris que la fenêtre du bureau de M. Blackstone avait été trouvée ouverte tôt un matin de la semaine dernière, malgré la réputation de sécurité pointilleuse de l'avocat. Et du cher révérend Hartnell, lui-même, qui s'est confié à elle autour d'un scone plutôt sec, elle a entendu dire que M. Blackstone avait semblé inhabituellement troublé ces derniers temps, regardant souvent ailleurs pendant les sermons et tripotant un médaillon qu'il portait autour du cou. Un souvenir, sans aucun doute, dit le révérend en polissant ses lunettes, ou peut-être un rappel d'un chagrin. Miss Marple a mis ces petits détails de côté, comme une femme au foyer économe pourrait ranger des morceaux de tissu, sachant qu'ils pourraient former une couverture de compréhension une fois assemblés correctement. À midi, le sergent Vine avait convoqué à nouveau toutes les personnes présentes à la foire à la salle paroissiale, cette fois pour une séance officielle de déclaration. Miss Marple est arrivée à l'heure, ainsi que presque tout le village. À l'intérieur, l'ambiance était désormais différente, chargée, méfiante, crépitante de tensions dissimulées. Les chaises pliantes avaient été disposées en un demi-cercle approximatif. Le sergent Vine, au visage rouge et résolu, présidait, une table sur tréteau en mauvais état, avec un cahier et un froncement de sourcils déterminé. « Maintenant, aboya-t-il, c'est une enquête pour meurtre. J'aurai besoin de comptes rendus complets des événements d'hier. Aucun détail n'est trop petit. » Les villageois acquiescèrent solennellement, même si plusieurs regards échangèrent, suggérant une nette méfiance quant aux détails qu'ils étaient là prêts à partager. La première à être appelée fut Madame Edgecombe, qui monta sur scène, métaphoriquement cette fois, avec un plaisir évident. Elle a raconté, avec des pauses dramatiques et beaucoup de mouvements d'un mouchoir en dentelle, sa version des événements. Comment M. Blackstone avait semblé nerveux pendant la répétition, comment il avait marmonné quelque chose à propos de régler de vieux comptes, juste avant la représentation. Vint ensuite M. Pendlebury, qui la contredit immédiatement en insistant sur le fait que Blackstone avait semblé aussi juste que la pluie. Il riait et plaisantait. La jeune Mavis Denham a timidement mentionné qu'elle pensait avoir vu quelqu'un se glisser derrière le rideau, lors de la deuxième scène. Mais lorsqu'elle a insisté, elle a admis qu'elle n'avait pas vu clairement de qui il s'agissait. Un par un, les villageois ont donné leur témoignage, chacun étant légèrement teinté de préjugés personnels ou du désir de paraître utile, ou peu impliqué. Pendant tout cela, Miss Marple restait assise discrètement, ses aiguilles à tricoter claquant doucement. Pour l'observateur occasionnel, elle semblait à moitié distraite, pensant peut-être à sa prochaine rangée de points de suture. Mais intérieurement, elle notait chaque hésitation, chaque regard évasif. Elle a vu comment Madame Calthorpe évitait de mentionner son locataire, Monsieur Travers, même s'il avait été clairement vu caché près de la buvette pendant la représentation. Elle a vu le jeune George Anstruder, le fils du maître d'école, s'agiter d'un air coupable lorsque le sergent Vine lui a demandé si quelqu'un avait quitté son siège pendant le spectacle. Et elle observa avec un intérêt particulier comment le docteur Bassett, le médecin du village, parlait de Blackstone avec un étrange mélange de détachement professionnel et d'animosité personnelle. Une acuité en deçà de son air de bluff habituel. Une fois les déclarations recueillies,
Le sergent Vine s'est gonflé et a fait sa déclaration. La décharge accidentelle d'un accessoire de scène est exclue, dit-il, à la manière d'un homme qui donne un coup de grâce. Le pistolet était réel. Des résidus de poudre montrent qu'il a été tiré à bout portant, à très courte portée. Un murmure collectif se répandit dans la salle. Un meurtre donc, volontaire, calculé, et, poursuivit le sergent Vine, fronçant les sourcils devant ses notes, il n'y a aucun signe d'entrée forcée dans les coulisses, ce qui signifie que le tueur doit être l'un des nôtres, un des acteurs, ou quelqu'un ayant accès à la scène. Il a laissé cette déclaration planer dans l'air, de manière inquiétante. Miss Marple plia soigneusement son tricot dans son sac. Elle remarqua tranquillement combien plusieurs visages dans la foule pâlissaient, et comment d'autres, notamment celui de Madame Edgecombe et de Monsieur Pendlebury, s'enflammaient d'une couleur défensive soudaine. La culpabilité ne s'attachait pas toujours aux coupables, songea-t-elle. Parfois les innocents avaient l'air coupables simplement parce qu'ils craignent étant soupçonnés. Pourtant des discussions commençaient à apparaître. Secret, animosité, opportunité. Et maintenant, bien sûr, la peur. Cet après-midi-là, alors que les villageois se dispersaient, Miss Marple fit un petit détour sur le chemin du retour, passant devant le cottage de Monsieur Blackstone. Elle se démarquait légèrement des autres, une maison basse au toit d'ardoise avec du lierre serpentant le long des murs de pierre. Les fenêtres étaient fermées, mais les yeux perçants de Miss Marple remarquèrent que l'une d'elles, la fenêtre du bureau, était mal verrouillée, comme si quelqu'un l'avait forcée à se fermer en toute hâte. À la porte du jardin, elle s'arrêta, son regard attrapant quelque chose à moitié caché dans l'herbe. Elle se baissa délicatement, comme pour renouer sa chaussure, et la récupéra, un morceau de papier fin déchiré, un morceau de lettre, légèrement taché sur les bords. Sur celui-ci à peine lisible se trouvait une seule phrase. « Si vous persistez dans cette folie, vous en supporterez les conséquences. » Miss Marple fourra soigneusement les restes dans son sac à main. « Cher moi, dit-elle à voix haute, sans personne en particulier, comme c'est très théâtral. » Puis elle continua son chemin, son chapeau de paille flottant doucement au gré de la brise, comme si elle n'avait aucun souci au monde. Mais derrière son expression placide, son esprit bourdonnait vivement. Des secrets avaient commencé à s'infiltrer des fissures du village, et Miss Marple, douce et apparemment sans prétention, avait l'intention de les attraper jusqu'au dernier. Le lendemain, l'aube était plus fraîche, avec une fine brume s'enroulant sur les haies. La croix de Saint-Edmond s'est réveillée dans un village à la fois inchangé et profondément modifié. Derrière les routines familières, le fracas des livraisons de lait, le claquement sourd du vélo du facteur, il y avait un courant de malaise sous-jacent, un souffle collectif plus serré. Au chalet connu simplement sous le nom de Helms, Miss Marple a soigneusement posé son plateau de petit déjeuner près de la fenêtre. Un œuf à la coque, des toasts aux soldats et un petit pot de marmelade. Pendant qu'elle mangeait, ses yeux bleu pâle parcouraient pensivement les rosiers chargés de rosée. Elle n'était pas impatiente. Les enquêtes sur les meurtres, comme les jardins, nécessitèrent de la patience et une main compétente pour encourager la croissance, sans alarmer les pousses délicates. De l'autre côté de la place du village, le sergent Vine avait commencé sa propre enquête, quoiqu'avec beaucoup moins de délicatesse. Il avait convoqué le locataire de Madame Calthorpe, Monsieur Travers, à la gare pour quelques questions, après avoir été informé par plusieurs langues enthousiastes que Monsieur Travers gardait des heures impaires et lisait des romans étrangers étranges. Miss Marple, observant discrètement depuis sa fenêtre, pouvait presque entendre le pas lourd des hypothèses du sergent Vine. « Non, non », murmura-t-elle, en beurrant son toast avec de petits mouvements précis. « Pas Monsieur Travers. Il est manifestement trop particulier. Les meurtriers sont généralement plutôt conventionnels. » Une fois son petit déjeuner terminé,
Elle est allée chercher ses chaussures confortables, son cardigan et un petit panier. La couverture parfaite pour une douce promenade matinale qui, par coïncidence, l'amènerait devant plusieurs maisons clés. Son premier arrêt fut la maison du docteur Bassett, le médecin du village. Il était de notoriété publique que le docteur Bassett s'était occupé de M. Blackstone dans les semaines précédant son décès. Sous prétexte de rendre un livre qu'elle avait emprunté, un traité sec sur les herbes médicinales, Miss Marple se retrouva invitée dans le bureau bien entretenu du médecin, tout en cuir sombre et ses garnitures en laiton brillant. « Terrible affaire », dit le docteur Bassett d'un ton bourru en acceptant le livre. « Choquant pour le village, mauvais pour les nerfs. » En effet, acquiesça doucement Miss Marple, son regard parcourant le bureau, où plusieurs lettres étaient éparpillées. L'un, d'eux portait le titre d'un cabinet d'avocats londonien. Elle n'a rien dit mais a caché l'observation. « Je comprends, » dit-elle en se tournant vers lui, que le pauvre monsieur Blackstone n'était plus lui-même ces derniers temps. Bassett grogna. « Non, inquiet, tendu, la tension artérielle monte en flèche. Je lui ai conseillé de se reposer. » Je n'ai pas écouté, bien sûr. Miss Marple s'autorisa une légère pause, puis remarqua. C'est tellement triste quand des hommes professionnels ne peuvent pas laisser leurs problèmes derrière eux, n'est-ce pas? Ils semblent porter des fardeaux dont d'autres ne savent rien. La bouche du docteur se contracta. On pourrait dire ça. Mais il n'en dit pas plus et Miss Marple n'insista pas. Elle avait appris, au fil des années, que dévoiler un secret, trop tôt le faisait se retirer encore plus sous terre. De la maison du médecin, elle se dirigea vers le magasin du village, où Madame Finch s'affairait derrière le comptoir. Miss Marple acheta une bobine de fil blanc et un paquet de sucre d'orge, échangeant tout le temps des plaisanteries. « Bien sûr, » dit Madame Finch, baissant la voix de manière confidentielle. « Ils disent maintenant que cela pourrait avoir quelque chose à voir avec les investissements de M. Blackstone. Risqueux, il l'était. Spéculation, Madame Marple. C'est un jeu sous un autre nom. » Miss Marple écouta avec une surprise polie. « Des investissements, dites-vous? Oh oui. J'ai entendu dire que j'ai perdu beaucoup d'argent pour les gens, y compris lui-même. » Miss Marple accepta sa monnaie avec un signe de tête pensif. Il convenait. L'argent, ou plutôt sa perte, était un motif aussi vieux que Caïn. Son troisième arrêt était la salle paroissiale. Officiellement fermée par des bandes de police, il ne représentait néanmoins que peu de barrières pour quelqu'un d'aussi apparemment inoffensif que Miss Marple. Elle passait simplement par hasard et, voyant la porte entr'ouverte, passa la tête à l'intérieur. C'était à peu près ce qu'il était. Les rideaux froissés, les chaises désordonnées, la légère odeur de poudre toujours accrochée à l'air. Miss Marple se déplaçait tranquillement sur les bords, examinant la scène. La table des accessoires, encombrée de faux bijoux, de perruques poussiéreuses et d'épées cabossées, attira son attention. Plus intéressant encore, le tiroir situé en dessous était légèrement ouvert. À l'intérieur se trouvait un tas de vieux costumes, et en dessous, un petit sac à main brodé. Miss Marple le souleva avec précaution. À l'intérieur se trouvait un mouchoir en dentelle légèrement parfumé à la lavande et un petit morceau de papier. Elle l'a déplié. Une note griffonnée à la hâte. « Il sait. Je ne peux pas l'expliquer maintenant. Soyez prêts. » Miss Marple fronça légèrement les sourcils. « Cher moi, » murmura-t-elle. Cela n'a pas l'air très innocent, replaçant soigneusement tout ce qu'elle avait trouvé. Elle quitta le couloir juste au moment où le sergent Vine traversait le green en soufflant. Il s'arrêta net, la regardant avec méfiance. « Bonjour, Miss Marple, » dit-il un peu trop fort. « Vous êtes allée dans un endroit où vous ne devriez pas? »« Certainement pas, sergent, » dit-elle sereinement. « Je me dégourdis juste les jambes. Il faut rester actif à mon âge, tu sais. » Il rougit légèrement et marmonna quelque chose à propos des règlements avant d'entrer dans le hall d'un pas lourd.
Miss Marple continua sa promenade, se dirigeant à nouveau vers le cottage Blackstone. Cette fois, elle trouva la porte entr'ouverte. Passe, de garde de police. Curieux. À l'intérieur, l'air était vicié et légèrement métallique. Des grains de poussière flottaient dans la lumière pâle qui filtrait à travers les rideaux à moitié fermés. Le bureau était petit et encombré. Des papiers, une mallette cabossée, une photographie dans un cadre argenté d'une femme à l'air sévère, vraisemblablement Madame Blackstone. Et sur le bureau, une seule feuille de papier avec un en-tête que Miss Marple a immédiatement reconnu. Il s'agissait d'une société de fiducie, une mise en demeure sur un prêt. Un très prêt important. Pas étonnant que M. Blackstone ait été troublé. Alors que Miss Marple se tournait pour partir, son œil aperçut quelque chose d'étrange. Une petite tache brune sur la poignée intérieure de la porte du bureau. Résidu de poudre. Quelqu'un avait tenu le pistolet à proximité. Non seulement il l'avait pointé dans le feu de la lutte, mais l'a délibérément pressé contre le corps de M. Blackstone. Un tir froid et calculé. Il ne s'agit donc pas d'un crime passionnel, mais d'une nécessité. Alors qu'elle retournait à son cottage, Miss Marple réfléchit à ce qu'elle avait rassemblé. Motif. La ruine financière, c'est fort possible, mais de qui? Opportunité. Beaucoup. Le spectacle avait fourni une excellente couverture. Moyen. Quelqu'un avait récupéré un vrai pistolet et s'était assuré qu'il était chargé. Et des secrets. Oh, il y avait des secrets partout. Demi-vérités et fausses pistes s'enchevêtrent. Comme des ronces. Miss Marple se servit une modeste tasse de thé et s'assit, laissant son esprit parcourir les personnages de son petit village. Dr Bassett, qui semblait étrangement hostile. Madame Edgecombe, toujours dramatique et impérieuse d'importance. George Anstrutter, le jeune homme agité qui avait quitté son siège. Le locataire de Madame Calthorpe, l'étrange Monsieur Travers. Chacun avait été à la foire. Chacun avait des liens potentiels avec Monsieur Blackstone. Mais un indice ressortait le plus clairement. La note déchirée dans le jardin, et maintenant la seconde cachée dans les coulisses. Avertissement. Quelqu'un avait eu peur. Désespérément effrayé. Et d'après la longue expérience de Miss Marple, la peur était souvent le chemin le plus sûr vers la vérité. Dehors, la brume commença à se dissiper, révélant les contours nets de la croix de Saint-Edmond, toujours belle et ancienne et maintenant un peu dangereuse. La façade de la paix s'est fissurée. Le vrai village, celui où les ressentiments et les regrets couvaient juste sous la surface, commençait à émerger. Et Miss Marple, le tricot mis de côté, était plus que prête à le suivre partout où cela le mènerait. À la fin de la semaine, le sergent Vine avait annoncé avec une grande satisfaction qu'il réduisait le champ des suspects. En fait, il avait déjà décidé qui selon lui était le meurtrier, et il n'a fait que peu d'efforts pour cacher sa condamnation. George Anstrutter, dit-il au vicaire et à Madame Edgecombe, au Rose and Crown, ce soir-là, en frappant le comptoir poli pour mettre l'accent. Jeune garçon un peu sournois. Il a quitté son siège pendant la représentation sans raison valable. Depuis, il est nerveux comme un chat. Et il y a l'affaire du pistolet. Les villageois hochèrent la tête, impatients de voir le drame contenu et expliqué. C'étaient de bonnes gens, mais ils préféraient que leur scandale soit net et bien étiqueté. Miss Marple, sirotant un modeste sherry dans un coin tranquille, écoutait sans commentaire. Tout cela était très réconfortant pour le sergent Vine. Le jeune George Anstrutter, avec sa maladresse et son visage rouge, s'intégrait parfaitement dans le rôle du malfaiteur du village. Mais Miss Marple savait qu'il ne fallait pas se fier aux apparences. Elle avait vu George passer d'un écolier maladroit à un jeune homme doux et livresque, plus à l'aise avec les grands livres qu'avec les théâtres de village. Non, pensa-t-elle,
Ce serait très différent de George Anstruther, d'orchestrer un meurtre, surtout celui qui nécessite un tel timing et un tel courage. Pourtant, extérieurement, elle souriait et reconnaissait que ce serait un soulagement si c'était si simple. Pendant ce temps, George a été emmené à la gendarmerie le lendemain matin pour un interrogatoire approfondi. La nouvelle s'est répandue plus vite qu'un incendie d'été sur les toits de Chaume. En milieu de matinée, Miss Marple tenait à s'arrêter au bureau de poste, où Miss Hart, la maîtresse de poste, était toute bouleversée. Ils l'ont eue, chère Miss Marple. Elle a pleuré. Jeune George, et lui une âme si tranquille. Pauvre garçon, murmura Miss Marple. On se demande bien ce qu'ils espèrent prouver. Miss Hart se pencha confidentiellement sur le comptoir. Ils l'ont trouvé près de la porte des coulisses. Le sergent Vine dit que cela prouve qu'il y avait accès. Miss Marple accepta ses timbres avec un signe de tête placide. Mais à l'intérieur, elle notait soigneusement « Trouver à proximité n'était pas la même chose que trouver avec ». À l'extérieur du magasin, elle a rencontré la jeune Mavis Denham, une fille douce et sérieuse qui avait tendance à laisser échapper des choses. « Oh, Miss Marple », dit Mavis à bout de souffle, « c'est terrible à propos de George. Je ne crois pas qu'il puisse faire une chose pareille. » Miss Marple lui fit un gentil sourire. « Toi et George êtes amis, n'est-ce pas, ma chère ?» Mavis rougit de rose. « Eh bien, oui, nous sortons parfois. Je veux dire, il m'accompagne à la répétition de la chorale et... » Elle s'interrompit, l'air misérable. « Il ne ferait de mal à personne, Miss Marple. » Il ne pouvait pas. Miss Marple lui tapota la main pour la rassurer. « Dites-moi, Mavis, vous étiez assez proche des coulisses pendant la représentation, n'est-ce pas ?» Mavis hocha la tête. « J'aidais avec les costumes. Madame Edgecombe était terriblement pointilleuse à propos des cols en dentelle. »« Et avez-vous vu George dans les coulisses avant le tournage ?» Mavis hésita. « Non, mademoiselle, je ne l'ai pas vu du tout. Mais... » Elle se mordit la lèvre. « Il y avait quelqu'un d'autre. Au début, j'ai pensé que c'était Monsieur Pendlebury. Un homme, certainement. Il portait des vêtements sombres, et il s'est glissé derrière le rideau avant la dernière scène. Mais c'était si rapide que je ne voulais pas causer de problème en disant. » Les yeux de Miss Marple pétillèrent, même si sa voix restait grave. « Merci, ma chérie. C'est très important. Très important, en effet. » C'était désormais clair. Le véritable meurtrier avait soigneusement planifié d'exploiter la confusion de la représentation, la performance des silhouettes, les costumes, le chaos général. Tout cela avait fourni une couverture parfaite. Et George Anstruther, le pauvre et innocent George, n'était qu'un bouc émissaire facile. Plus tard dans l'après-midi, une réunion a été convoquée au presbytère. Le sergent Vine, débordant d'importance, avait demandé à plusieurs villageois d'être présents, dans l'espoir d'obtenir davantage de corroboration. Miss Marple, ayant été invitée par courtoisie, arriva précisément à l'heure. Le salon était rempli de visages familiers, Madame Edgecombe, tenant un mouchoir à la main, Monsieur Pendlebury, pompeux et sifflant, Dr Bassett, l'air impatient, Madame Calthorpe, tout agitée, et le jeune George Anstruther lui-même, pâle et misérable. Le sergent Vine a ouvert la réunion par un bref discours. Nous sommes réunis ici pour assurer une conclusion rapide à cette terrible affaire. De nouvelles preuves suggèrent, il fit une pause pour un effet dramatique, que George Anstruther avait l'opportunité, les moyens et le mobile. Motif ? A demandé le docteur Bassett en haussant un sourcil. Le sergent Vine consulta son carnet. Monsieur Blackstone a refusé la demande de petit prêt de George il y a quelques semaines. Il l'a refusé catégoriquement. Il y eut un murmure dans la pièce. George, le visage brûlant, balbutia. Je lui ai demandé un prêt pour une entreprise. Pour démarrer une petite imprimerie dans la ville voisine? Ce n'était rien de désespéré. Miss Marple, observant attentivement,
remarqua à quel point les mains de Georges tremblaient, non pas le tremblement d'un homme coupable, mais celui d'un homme accablé et terrifié. Le docteur Bassett s'appuya contre le dossier de sa chaise, les bras croisés. « Et tu crois qu'il a tué pour ça ?» dit-il sèchement. Le sergent Vine rougit. « Eh bien, c'est une piste, et les pistes doivent être suivies. » Miss Marple croisa les mains sur ses genoux et parla doucement. « Sergent, puis-je demander, y a-t-il des preuves que Georges avait accès à une arme à feu ?» Le sergent Vine hésita. « Non, pas encore. Mais c'est le début. »« Et le pistolet lui-même ?» insista-t-elle. « Son propriétaire a-t-il été retrouvé ?» Le sergent bougea inconfortablement. « Pas encore. Cela aurait pu être apporté de l'extérieur. Ou volé. Monsieur Pendlebury toussa. Si vous me demandez, les jeunes hommes d'aujourd'hui sont capables de tout. Pas de morale. Pas de discipline. » Miss Marple sourit gentiment. « En effet. Mais, si je puis dire, les jeunes hommes impulsifs planifient rarement des meurtres théâtraux mis en scène dans l'obscurité avec un soin aussi méticuleux. » Il y eut un petit silence. Miss Marple se tourna vers Georges. « Dis-moi, mon cher garçon, où étais-tu quand le coup de feu a été tiré ?» Georges déglutit difficilement. « J'étais derrière le hall. Je m'étais éclipsé pour prendre l'air. Je suis terriblement nerveux dans la foule. Est-ce que quelqu'un vous a vu? Non. » Ses épaules se sont affaissées. Miss Marple hocha la tête avec sympathie. « C'est malheureux. Mais ce n'est pas accablant. » Elle jeta un coup d'œil autour de la pièce, notant les réactions. Madame Edgecombe avait l'air pleine d'espoir que les soupçons pourraient rester ailleurs. Monsieur Pendlebury observait le sergent Vine avec impatience. Le docteur Bassett fronça les sourcils pensifs, Madame Calthorpe tordant nerveusement ses gants. Apparemment, tout le monde avait quelque chose à perdre, ou à gagner, de la culpabilité de Georges. Miss Marple se leva lentement, d'une voix douce. « Il me semble que le jeune Georges n'a ni le caractère ni la ruse pour inventer un tel crime. Il n'aurait pas non plus accès à un vrai pistolet sans que quelqu'un ne s'en aperçoive. » Elle tourna son regard perçant vers les autres. « Mais quelqu'un ici pourrait bien avoir les deux. » Une légère ondulation parcourut le rassemblement. Le sergent Vine s'éclaircit bruyamment la gorge. « Maintenant, Miss Marple, ne tirons pas de conclusions hâtives. »« Bien sûr que non, sergent, » dit-elle sereinement. « Mais nous ne devrions pas non plus porter de jugement hâtif, surtout quand... » Elle fit une pause délicate. D'autres villageois avaient de plus fortes raisons de craindre les révélations de M. Blackstone. Elle inclina poliment la tête et prit congé, tricotant un sac sur son bras, quittant le salon du presbytère bourdonnant comme une ruche renversée. Dehors, l'air était vif et clair. Miss Marple rentra lentement chez elle, l'esprit occupé. Quelqu'un avait fait de son mieux pour que le meurtre paraisse simple. Mais le mal véritable, d'après son expérience, s'annonçait rarement aussi crûment. Il arborait un sourire poli. Cela vous a serré la main à l'église. Il organisait des garden parties et signait des pétitions paroissiales. Et c'était toujours là. Regardez, en attendant. Mais Miss Marple, à sa manière calme et sans prétention, regardait aussi. Dès le lendemain matin, la croix de Saint-Edmond s'est retrouvée en ébullition d'une nouvelle tension. George Anstruther, après une longue nuit d'interrogatoire approfondi, avait été libéré faute de preuves. Officiellement, le sergent Vine a déclaré qu'il s'agissait d'une libération, temporaire en attendant des enquêtes plus approfondies, mais les ragots du village l'ont présenté comme une fatalité. La police n'avait aucun cas réel. Miss Marple, pour sa part, s'est félicitée de cette évolution. Elle savait depuis le début que le pauvre Georges n'était pas leur méchant. Pourtant, le prouver exigeait plus que de l'instinct. Il fallait quelque chose de tangible. Un fil, aussi léger soit-il, qui, une fois tiré, dénouerait le tissage minutieux du véritable coupable.
Et parfois, pensa-t-elle, des fils apparaissaient aux endroits les plus improbables. Au milieu de la matinée, elle s'occupait de son modeste jardin, coupant les têtes mortes des roses, lorsque Madame Edgecombe s'affairait dans l'allée. « Bonjour, Miss Marple », appela-t-elle vivement, sa voix juste un peu trop aiguë. Miss Marple se redressa et sourit agréablement. « Quelle belle surprise !» Madame Edgecombe ajusta ses gants avec minutie. « Je pensais vous inviter à un petit thé cet après-midi. Quelques-uns d'entre nous se réunissant, vous savez, pour vous remonter le moral après tout ce désagrément. » « Comme c'est attentionné, » a déclaré Miss Marple. « Je serai ravie. » Madame Edgecombe rougit légèrement. « Oui, eh bien, je pense qu'il est important de rappeler aux gens l'esprit du village. Il ne faut pas laisser une petite tragédie assombrir tout. » « Un sentiment très sage, » dit sereinement Miss Marple, ignorant complètement le fait que Madame Edgecombe adorait être au centre de tout drame. Alors que Madame Edgecombe faisait ses adieux et partait en toute hâte, Miss Marple remarqua quelque chose de curieux. Un minuscule fragment de fil rouge s'accrochait obstinément aux gants de Madame Edgecombe. C'était étrange, parce que le seul costume avec une doublure rouge vif dans la pièce était la cape du méchant, un détail dont Miss Marple se souvenait bien des croquis de costumes que Madame Edgecombe avait fièrement défilés pendant les répétitions. Et M. Pendlebury avait porté cette cape pendant la représentation. N'est-ce pas? Miss Marple fronça les sourcils, pensive. Plus tard dans l'après-midi, lors de la réunion de thé, Miss Marple a eu l'occasion d'observer plusieurs dynamiques intéressantes. Madame Edgecombe a présidé la réunion comme une reine en exil, bavardant, vivement mais gardant un œil attentif sur tous ses invités. M. Pendlebury, toujours rouge et sifflant, occupait un grand fauteuil près du feu, tenant une cour sur les périls de la jeunesse moderne. Le docteur Bassett sirotait sombrement son thé, sans apporter sa contribution. Plusieurs autres villageois étaient également présents, dont Mavis Denham, assise nerveusement à côté de George Anstruther. Miss Marple a attendu son heure, se livrant à des discussions inoffensives sur l'état des roses du presbytère et les perspectives météorologiques pour la fête des récoltes. Puis, doucement, elle introduisit une pierre conversationnelle dans l'étang immobile. « J'admire vraiment l'ingéniosité des costumes que vous portiez tous pendant le spectacle, » a-t-elle déclaré avec éclat. En particulier la cape rouge. Elle ressortait si magnifiquement. Madame Edgecombe se lissa. « Oui, c'était mon idée, tu sais. Un peu d'audace, un peu de flair. »« Et une couleur si audacieuse ?» a poursuivi Miss Marple en prenant une délicate gorgée de son thé. « Tellement appropriée pour le rôle de méchant de M. Pendlebury. » Il y eut une légère pause. M. Pendlebury toussa. « Oui, eh bien, en fait, ce n'est pas moi qui l'ai porté lors de l'acte final. J'ai eu une terrible quinte de toux, vous savez, je suis sorti pour respirer. Quelqu'un d'autre a pris ma place derrière le rideau. » Miss Marple baissa sa tasse de thé avec beaucoup de précaution. « Quelqu'un d'autre ?» Pendlebury s'essuya le front avec un mouchoir. « Oui, oui, l'un des remplaçants. Je ne me souviens pas exactement qui. » Madame Edgecombe lui lança un regard furieux, rapidement masqué par un rire forcé. « Cela n'a plus d'importance maintenant, sûrement. Ce n'étaient que des pièces de théâtre amateurs, après tout. » « Mais, » dit doucement Miss Marple, « si quelqu'un d'autre avait porté le costume du méchant lors de l'acte final, alors c'était lui qui se profilait derrière le rideau, celui qui semblait se débattre avec M. Blackstone avant que le coup de feu ne soit tiré. » La pièce devint très silencieuse. Madame Edgecombe agita les mains. « Eh bien, vraiment, Miss Marple, je ne vois pas l'intérêt de m'attarder sur de tels détails. » « Mais parfois, » dit doucement Miss Marple, « les détails sont les seules choses vraies que nous possédons. » Ce soir-là, longtemps après la fin du thé et le départ des invités, Miss Marple était assise dans son salon tricotant à la lueur d'une lampe. Le fil rouge sur le gant de Madame Edgecombe. La manière hâtive dont elle avait tenté de rejeter la révélation accidentelle de Pendlebury.
La note que Miss Marple avait trouvée dans les coulisses. Il sait. Soyez prêts. Et maintenant, une prise de conscience très importante. Le meurtrier s'était déguisé en adoptant un rôle, en enfilant son costume sans se faire remarquer, et avait mis en scène le meurtre de manière à ce que personne ne remette en question ce qu'il avait vu. Le tueur avait prévu le silhouette prendre le blâme. Dans une telle confusion, les apparences comptaient tout. Miss Marple sourit intérieurement. Tout devenait merveilleusement clair. Le lendemain matin, Miss Marple rendit une visite discrète au sergent Vine. Elle l'a trouvé derrière son bureau encombré au commissariat du village, regardant fixement une pile de déclarations contradictoires de témoins. « Ah, Miss Marple, » dit-il sans méchanceté. « Viens m'aider à démêler cet enchevêtrement, n'est-ce pas? Si vous me permettez une petite observation, » dit-elle gentiment en s'asseyant avec son sac à tricoter. Le sergent Vine croisa les bras. « Allez alors. » Miss Marple se pencha légèrement en avant. Le meurtrier comptait sur la confusion, sergent. Il savait que le public ne verrait que des silhouettes. Ils ont arrangé les choses de manière à ce qu'il semble que la victime se débattait avec un méchant costumé. Un méchant portant une cape distinctive. La cape de ce méchant, par une coïncidence commode, n'était plus portée par son acteur d'origine. Le sergent Vine fronça les sourcils. Vous dites que quelqu'un a changé de rôle? Précisément. Et quelqu'un qui a l'opportunité, qui connaît les arrangements de la pièce, et, je le crains, un motif de plus en plus urgent. Et qui est-ce alors? Miss Marple sourit gentiment. Eh bien, Madame Edgecombe, bien sûr. Le sergent Vine la regarda. Madame Edgecombe. Oui, considérez. Elle a organisé la pièce, s'est occupée des costumes, avait libre accès aux coulisses. Elle savait exactement quand M. Pendlebury s'éloignerait, à cause de sa toux chronique. Elle pouvait enfiler elle-même la cape, organiser une confrontation avec M. Blackstone. Et personne n'en saurait rien. Mais pourquoi? A demandé le sergent Vine. Parce que, dit doucement Miss Marple. M. Blackstone se préparait à la dénoncer. Le sergent Vine resta bouche bée. Miss Marple sortit de son sac une petite lettre pliée. J'ai trouvé ça dans un tiroir à costumes en coulisses. Elle lut à haute voix. Si vous persistez dans cette folie, vous en supporterez les conséquences, monsieur. Blackstone, a poursuivi Miss Marple, a découvert que Madame Edgecombe avait détourné des fonds du fonds caritatif du village, des fonds qu'il avait aidé à superviser. Il l'a confrontée. Elle a paniqué. Elle ne pouvait pas supporter l'humiliation d'être révélée, et elle a donc imaginé un moyen de le faire taire, de façon permanente. Le sergent Vine se rassit lourdement. Je vais devoir appeler des renforts, marmonna-t-il. Miss Marple se leva et lissa sa jupe. J'imagine, dit-elle, doucement. Vous trouverez le pistolet caché parmi les affaires de Madame Edgecombe, peut-être encore avec des traces de fil rouge provenant du costume. En quittant la gare, elle ne ressentit aucun triomphe, seulement une douce tristesse. Un autre secret, une autre faiblesse de la nature humaine révélée, et une vie se termine inutilement. Le village guérirait, avec le temps. Mais les échos de ce coup fatal persistaient dans le doux bruissement des rideaux de la salle paroissiale et dans les regards incertains échangés à travers le green. Miss Marple, toujours pragmatique, a pensé qu'il valait mieux poser un catalogue de graines près de sa chaise ce soir-là. Les dahlias auraient un besoin d'être planifiées assez tôt. Il y avait, elle le savait, une autre saison à surveiller, et un autre mystère du cœur humain à observer. La tempête que Miss Marple souleva si délicatement avec ses observations, silencieuse, éclata bientôt sur la croix de Saint-Edmond avec une force que peu de gens avaient prévue. L'arrestation de Madame Edgecombe a provoqué une vague de choc et, dans certains milieux, une joie à peine voilée à travers le village. Pendant des années, elle avait présidé des comités locaux et des campagnes caritatives d'une main ferme,
quoique autoritaire. Le fait qu'elle, parmi toutes les personnes, puisse être coupable d'actes aussi sombres, était presque trop délicieux pour que certains puissent y résister. Mais le scandale, comme une pierre jetée dans un étang, a provoqué des ondulations plus larges et plus profondes que l'éclaboussement initial. Et Miss Marple, assise calmement dans son salon soigné, savait très bien que démasquer Madame Edgecombe n'était que le début. Les habitants des villages, pensa-t-elle, ressemblaient à des fleurs dans un parterre bondé. Quand l'une d'entre elles était arrachée par les racines, d'autres se déplaçaient, ameublissant la terre autour d'elles, exposant ce qui se cachait en dessous. Et c'est ainsi que les secrets commencèrent à bouillonner partout sur la croix de Saint-Edmond. La première confrontation a eu lieu au Rose and Crown, où M. Pendlebury, sous l'influence de 2 bières et d'un dangereux sentiment de suffisance, a coincé le docteur Bassett près du foyer. « Je dis, Bassett, dit-il d'une voix forte en pointant un doigt, « et toi, hein, tu te moques toujours du pauvre Blackstone. Tu avais une rancune, n'est-ce pas ?» Le visage du docteur Bassett s'assombrit. « Attention, Pendlebury. »« Oh, viens maintenant, mec. » Pendlebury chantait, enhardi par les visages curieux qui se tournèrent vers eux. « Si nous diffusons du linge sale, parlons-en. N'avez-vous pas perdu de l'argent dans cette entreprise que Blackstone vous a conseillée ?» Bassett posa son verre avec un tintement sec. « Je l'ai fait. Et si vous insinuez que je l'ai assassiné, vous êtes un imbécile. » Pendlebury hésita légèrement. « Eh bien non, mais rien, » dit froidement Bassett. « J'ai perdu de l'argent parce que j'étais avide et négligent, pas parce que Blackstone m'a induit en erreur. Et si vous étiez à moitié aussi attentif à vos propres affaires qu'à celles des autres, vous seriez bien mieux loti. » Le publicain changea précipitamment de sujet, mais l'air restait lourd de tension. Pendant ce temps, à l'église, une autre confrontation se déroulait. Madame Calthorpe, veuve, distinguée et dernièrement très affligée, s'est adressée à son locataire, Monsieur Travers, alors qu'il sortait des prières du soir. « J'espère, Monsieur Travers, dit-elle d'une voix tremblante, que vous avez l'intention de trouver d'autres logements sous peu. » Monsieur Travers, un homme maigre et saturnien, avec des lunettes précairement perchées sur le nez, la regardait froidement. « En effet, madame? Ai-je offensé ?» Madame Calthorpe rougit. « Il n'est pas convenable, monsieur, d'avoir un locataire dont les allées et venues, à toute heure, font l'objet de ragots dans le village. » Travers sourit faiblement. « Sûrement, madame, si les langues des villages vacillent, c'est eux qui sont fautifs, pas moi. » Madame Calthorpe se redressa. « Néanmoins, je dois insister. » Il s'inclina d'un geste exagéré et moqueur. « Comme tu veux. Je partirai dans la semaine. » Alors qu'il s'éloignait dans l'ombre qui s'allongeait, plusieurs villageois le regardèrent, partir avec une suspicion non dissimulée. Peu importe qu'aucune preuve ne le relie au meurtre. Une fois que les soupçons s'étaient enracinés, il était rarement nécessaire d'y prêter attention. Miss Marple, debout juste sous le porche de l'église, secoua légèrement la tête. Pauvre Monsieur Travers, coupable d'un peu plus que de la réserve et d'habitudes désordonnées, mais condamné probablement à rester un étranger partout où il allait. Mais c'était la scène au presbytère qui intéressait le plus Miss Marple. Le révérend Hartnell avait convoqué une réunion spéciale du conseil paroissial pour rétablir l'harmonie et l'ordre dans leur communauté ébranlée. C'était un sentiment noble, mais dès l'ouverture de la réunion, il était clair que l'harmonie était la dernière chose à l'esprit d'Adam Finch, la femme de l'épicier, a accusé Madame Sims d'accumuler du sucre pour ses propres conserves. Monsieur Pendlebury a insisté sur le fait que la fanfare avait été délibérément sabotée par des éléments jaloux. Et l'alliée la plus proche de Madame Edgecombe, une femme au visage aigre nommée Miss Peabody, a accusé pratiquement tout le village de fomenter un esprit de rébellion. Au milieu de tout cela, Miss Marple était assise tranquillement, tricotant un délicat napperon en dentelle, ses aiguilles claquant doucement.
Après une heure d'accusations croissantes et de défense acerbe, elle mit son tricot de côté et se leva. « Pardonnez-moi, dit-elle doucement. Mais il me semble que le véritable danger pour notre village ne vient pas des méfaits d'une seule femme, aussi grave soit-il, mais des divisions que nous semons maintenant entre nous. » Il y eut une pause. « Madame Edgecombe a commis un crime, » a poursuivi Miss Marple. « Mais nous ne devons pas laisser ce crime servir d'excuse pour exprimer de vieilles rancunes ou accumuler des soupçons là où ils ne sont pas mérités. Si nous le faisons, nous ne valons pas mieux qu'elle. » Le vicaire lui sourit, joignant les mains en signe de pieuse gratitude. Plusieurs autres semblaient légèrement honteux. Ce n'était évidemment pas une solution. La nature humaine ne peut être réparée par quelques paroles aimables. Mais Miss Marple savait depuis longtemps que parfois une main douce suffisait à rediriger le pire d'une inondation. Ce soir-là, alors que le village s'installait dans un calme inquiet, Miss Marple réfléchit à l'affaire. Il restait encore une pièce en suspens, pensa-t-elle. Un nœud encore à démêler. Le pistolet. Il avait été retrouvé, comme elle l'avait prédit, caché parmi les affaires de Madame Edgecombe, enveloppé à la hâte dans un foulard en soie, au fond de sa malle à linge. Mais d'où venait-il? St. Edmund's Cross était un village respectable. Les armes à feu étaient rares et étroitement réglementées. Le sergent Vine, plein de fierté de son succès, l'avait déclaré une malheureuse relique, appartenant au défunt mari de Madame Edgecombe. Mais Miss Marple n'en était pas si sûre. Quelque chose à propos de l'arme la harcelait, une infime incohérence qu'elle n'avait pas encore identifiée. Elle se leva de sa chaise et se dirigea vers le buffet où sa correspondance était soigneusement rangée. Là, parmi les lettres soigneusement empilées, il y en avait une provenant d'un vieil ami, le colonel Melchett, chef de la police à la retraite. Elle lui avait écrit il y a quelques jours, décrivant le pistolet en termes prudents et inoffensifs, et lui demandant, à titre purement académique, lui avait-elle assuré, si une arme de ce type avait été signalée disparue ou volée au cours des derniers mois. Ouvrant la lettre, elle lut sa réponse. « Chère Miss Marple, en réponse à votre demande, un petit revolver à l'ancienne a été signalé disparu il y a 3 semaines dans la collection de Sir Humphrey Forbes, à Larkswood House, non loin de votre village. Un héritage familial. Irremplaçable. Les enquêtes policières n'ont pas encore permis de le retrouver. Ayez confiance que vous vous portez bien. Bien à vous, toujours affectueusement. Melchett. » Miss Marple sourit. Et voilà, le fil manquant d'Adam Edgecombe n'avait pas simplement agi par panique. Elle avait assez bien planifié de voler une arme introuvable pour elle et peu susceptible de passer inaperçue immédiatement. Un esprit astucieux, tourné vers des fins désespérées. Elle posa la lettre de côté et se remit à tricoter, les mains fermes et sûres. Dehors, le village dormait sous un ciel lourd et agité. Le pire était passé, mais les répliques du meurtre, comme l'arrière-goût d'un médicament amer, persisteraient pendant un certain temps. Et Miss Marple, comme toujours, serait là tranquillement pour observer, et, si nécessaire, pour agir. Le village de St. Edmund's Cross a tenté, à sa manière stoïque, de revenir à la normale. Le garçon boucher reprit sa tournée en sillonnant bruyamment les ruelles pavées. Les cloches des églises sonnaient joyeusement le dimanche matin. La boulangerie de Madame Finch a rouvert ses portes avec un nouvel étalage de gâteaux aux prunes et de petits pains Chelsea. Pourtant, malgré toutes ces prétentions prudentes, un tremblement invisible parcourut le village. Un tremblement que, Miss Marple, toujours à l'écoute des plus petites ondulations, ressentit vivement. Ce n'était pas seulement le choc du crime de Madame Edgecombe, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose d'instable, comme si une main invisible s'attardait encore sur eux, effleurant la surface de leur vie avec des doigts invisibles. Et cette main s'est fait connaître plus tôt que Miss Marple, ou quiconque d'autre,
ne l'avait prévu. Cela a commencé par une lettre. Par un après-midi inhabituellement chaud, M. Pendlebury, resplendissant dans une cravate d'une couleur douteuse, a fait irruption dans le bureau de poste exigeant sa correspondance du matin. Miss Hart, la maîtresse de poste, lui tendit une fine enveloppe avec un froncement de sourcils perplexe. « Ce n'est pas comme d'habitude, Monsieur Pendlebury, remarqua-t-elle. Pas d'adresse de retour. » Pendlebury poussa un cri et fourra la lettre dans son gilet sans un regard. Mais plus tard dans l'après-midi, au Rose and Crown, après que quelques pintes lui eurent délié la langue, il ne put s'empêcher de s'en vanter. « Lettre anonyme, remarquez-vous » déclara-t-il à la compagnie assemblée. « Des absurdités calomnieuses, bien sûr. Du chantage, à mon avis. Blackstone n'était pas le seul à avoir des ennemis. » Cette déclaration a provoqué un petit tollé. « Chantage !» s'écria Madame Sims. « Ici, sur la croix de Saint-Edmond ? Qui oserait ?» haleta Madame Finch-M. Pendlebury, gonflé d'importance, a refusé d'en divulguer le contenu, bien qu'il ait laissé entendre de lourdes allusions sur certaines affaires et des indiscrétions de jeunesse qu'il valait mieux ne pas déranger. Le soir venu, l'histoire s'était répandue comme une traînée de poudre. Miss Marple, en train de ranger son salon, ne fut pas surprise lorsque la jeune Mavis Denham apparut essoufflée à sa porte. « Miss Marple, dit-elle précipitamment, avez-vous entendu ? Monsieur Pendlebury a reçu une lettre, l'avertissant qu'il pourrait être le prochain, la prochaine. »« Pourquoi, chérie ?» demanda gentiment Miss Marple. Mavis a tordu son mouchoir. « C'est juste ça, personne ne le sait, mais tout le monde dit qu'il y a plus dans le meurtre que Madame Edgecombe. » Les yeux bleu pâle de Miss Marple se plissèrent légèrement. Elle remercia gentiment Mavis, la renvoya avec un sucre d'orge sucré et se rassit sur sa chaise, réfléchissant. Une lettre anonyme. Chantage, évoqué, mais non prouvé. Une deuxième, menace, bien après l'arrestation de Madame Edgecombe. Non, l'affaire n'était pas réglée, cela venait juste de commencer. Le lendemain matin, le village se réveilla avec un nouveau scandale. M. Pendlebury avait disparu. Sa gouvernante, une femme impassible nommée Madame Cribbins, a rapporté qu'il était sorti juste après le petit déjeuner pour une courte séance constitutionnelle, et qu'il n'était jamais revenu. Son chapeau a été retrouvé plus tard, posé dans un fossé juste derrière la porte du presbytère. Aucun signe de Pendlebury lui-même. Le sergent Vine, rappelé de son petit déjeuner, à High Dudgeon, organisa immédiatement une équipe de recherche. Les hommes ratissaient les champs et les haies. Les femmes regardaient nerveusement derrière leurs rideaux. Les enfants ont été chassés à l'intérieur. Miss Marple, refusant de se joindre aux chercheurs boueux, fit plutôt une promenade lente et réfléchie, passant devant la verdure du village, à travers le petit bosquet de hêtres près du cimetière et descendant la pente douce vers la rivière. Là, parmi les roseaux, elle trouva ce à quoi elle s'attendait à moitié, M. Pendlebury, assis désespérément sur une bûche tombée, serrant sa cravate dans une main et une pomme à moitié mangée dans l'autre, ressemblant aux yeux du monde entier à un écolier grondé. À la vue de Miss Marple, il sursauta d'un air coupable. « J'étais juste... » commença-t-il. « Prendre un moment de paix et de réflexion ?» suggéra gentiment Miss Marple. Il a coloré. « Maudit villageois » marmonna-t-il. « Je fais des histoires. Je n'avais besoin que d'une bouffée d'air frais. »« Bien sûr, » dit Miss Marple en s'asseyant gracieusement sur une pierre à proximité. Même si on se demande pourquoi tu avais besoin d'apporter ton cartable pour la nuit. Pendlebury resta bouche bée, car là, à moitié cachée sous la bûche, se trouvait une caisse brune cabossée, emballée à la hâte, à en juger par le bord d'un mouchoir monogrammé qui sortait. Il s'est dégonflé visiblement. C'était la lettre, dit-il enfin, la voix tremblante. Il disait
Il disait que si je ne quittais pas le village tranquillement, quelque chose de terrible se produirait, comme c'est arrivé à Blackstone. Et tu l'as cru? Pendlebury se frotta le visage avec ses mains. N'est-ce pas? Après ce qui s'est passé? Miss Marple croisa les mains sereinement. Il est important de comprendre, dit-elle doucement, que le véritable danger s'annonce rarement de manière aussi théâtrale. Les lettres anonymes, les avertissements dramatiques, ce sont généralement les outils des effrayés, pas ceux qui sont vraiment mortels. Pendlebury la regarda, un mélange d'espoir et de suspicion dans les yeux. Vous pensez que tout cela n'est qu'un canular? Je pense, dit doucement Miss Marple, qu'il y a plus d'une tromperie à l'œuvre ici. Et intérieurement, elle pensa, si quelqu'un voulait que M. Pendlebury disparaisse et se taise, c'est sûrement parce qu'il savait ou avait vu quelque chose dont il ne réalisait pas qu'il était important. Et cela signifiait que le véritable meurtrier, celui qui se trouvait dans les coulisses, n'était pas encore arrêté. La culpabilité de Madame Edgecombe était bien réelle, mais quelqu'un d'autre avait bougé dans son ombre. Quelqu'un d'assez intelligent pour utiliser son crime pour cacher le sien. Miss Marple a persuadé M. Pendlebury de retourner au village sous sa discrète protection, et ensemble, ils sont revenus au Rose and Crown pour trouver le sergent Vine en train d'organiser une autre réunion de citoyens concernés. Là, Miss Marple a demandé, très gentiment, très fermement, de s'adresser à l'Assemblée. « Mes chers amis, » commença-t-elle, « nous ne devons pas nous laisser gouverner par la peur. » Des murmures d'accord l'accueillirent. « Nous ne devons pas non plus supposer que toute culpabilité a été découverte, » a-t-elle poursuivi. Un murmure plus aigu maintenant, inquiet, changeant. Miss Marple sourit gentiment. « Il se pourrait bien, » a-t-elle déclaré, « que les actions de Madame Edgecombe, aussi terribles soient-elles, aient occulté un autre crime plus calculateur. » Les têtes se tournèrent, les yeux s'écarquillèrent. Le docteur Bassett toussa avec inquiétude. Madame Finch laissa tomber son sac à main avec un bruit sourd. Miss Marple insista doucement. « Il y a quelqu'un parmi nous, » a-t-elle déclaré, « qui a vu une opportunité dans le chaos. Quelqu'un qui a cherché non seulement à dissimuler sa propre culpabilité, mais à éliminer une menace. » Elle tourna son regard, fixe et perçant, à travers la pièce. « Et je crois, dit-elle doucement, que la mort de M. Blackstone n'était pas seulement due au scandale du village, mais à quelque chose de beaucoup plus ancien, et de bien plus précieux. » Il y eut un moment de silence, puis du fond de la pièce une agitation soudaine, une chaise raclant brusquement, une silhouette se précipitant vers la porte. Miss Marple ne bougeait pas. Elle se contenta de sourire, un petit sourire triste, et dit « Là, vous voyez, le personnage qui s'est enfui du Rose and Crown ce soir-là a provoqué une vague de confusion. Des chaises se sont renversées, des voix se sont élevées. Le sergent Vine a aboyé pour demander à quelqu'un, n'importe qui, d'arrêter le suspect en fuite. Mais au moment où le bon sergent atteignait la porte, la silhouette avait disparu. Engloutie par le crépuscule grandissant, Miss Marple ne se précipita pas après eux. Elle restait sereinement près de la cheminée, regardant les villageois échanger des regards effrayés. Le chaos n'a jamais rien résolu, pensa-t-elle, ni une main lourde. La compréhension, une compréhension calme, patiente et perspicace, telle était la clé. Et elle comprenait maintenant très clairement que le meurtrier, le véritable architecte derrière le rideau, était devenu désespéré. Des gens désespérés ont commis des erreurs. Plus tard dans la soirée, Miss Marple s'est assise avec le sergent Vine dans le petit salon étouffant du commissariat de police. Il était agité et sur la défensive, jouant constamment avec son stylo. « Nous les aurons, Miss Marple, » dit-il en rougissant. « Tôt ou tard, nous les aurons. »« J'en suis sûr, » dit gentiment Miss Marple, les aiguilles à tricoter clignotant. « Mais je crois que le problème réside dans la façon dont vous les définissez. » Vine fronça les sourcils. « Signification ?
Ce qui signifie, dit doucement Miss Marple, que nous recherchons non pas un esprit criminel façonné par des impulsions, mais par le calcul. Quelqu'un qui planifie soigneusement, et qui planifie depuis longtemps. Elle fit une pause, ses aiguilles claquant. Le meurtrier est quelqu'un qui risquait de perdre non seulement sa réputation, mais aussi sa fortune, peut-être même sa liberté, si Blackstone l'avait dénoncé. Le sergent Vine se frotta le menton. Mais Madame Edgecombe a détourné les fonds du village, a déclaré Miss Marple. Une honte, certes, mais ce n'est pas une affaire délicate. Elle le regarda, ses yeux pâles très brillants. Ce deuxième crime, le véritable meurtre, a été commis pour quelque chose de bien plus grave, et de bien plus ancien. Le sergent Vine cligna des yeux. Plus vieux? Miss Marple plia son tricot sur ses genoux. J'ai un petit plan, dit-elle, mais j'aurai besoin de votre coopération. Le lendemain matin, l'aube était lumineuse et nette, l'air clair avec un soupçon d'automne approchant. Les villageois se sont de nouveau rassemblés à la salle paroissiale, attirés par l'appel irrésistible de la curiosité, de la spéculation et du murmure selon lequel Miss Marple elle-même avait quelque chose d'important à révéler. Miss Marple monta sur scène, une modeste estrade légèrement surélevée à une extrémité de la salle, et s'adressa à eux à voix basse. « Mes chers amis, a-t-elle déclaré, nous avons tous souffert de la peur, de la suspicion et de la trahison ces dernières semaines. Mais aujourd'hui, j'espère que nous pourrons trouver de la clarté. » Les villageois se penchèrent avec impatience. Miss Marple posa une petite valise cabossée sur la table à côté d'elle. « Au cours de mes recherches, a-t-elle déclaré, je suis tombée sur ceci, la mallette personnelle de M. Blackstone, cachée chez lui. » Une ondulation traversa la salle. Miss Marple l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvaient des documents soigneusement empilés, testaments, actes, lettres. « Et ici, dit-elle en montrant un papier en particulier, il y a quelque chose de très intéressant. Un accord juridique, daté d'il y a de nombreuses années, concernant un conflit de propriété. » Les murmures montèrent. La voix de Miss Marple resta douce. Ce document, a-t-elle déclaré, prouve qu'un domaine important comprenant des terres adjacentes à la croix de Saint-Edmund a été frauduleusement revendiqué après la mort de Sir Edmund Blackstone, un ancêtre de M. Blackstone. Les villageois haletaient. « Fraudulement » répéta faiblement quelqu'un. Miss Marple hocha la tête. « Il semble, a-t-elle déclaré, que l'héritier légitime a été privé de son héritage à cause d'un testament falsifié. M. Blackstone, étant avocat de métier, a découvert l'erreur et se préparait à la corriger. » La salle bourdonnait comme une ruche dérangée. « Mais, poursuivit Miss Marple d'une voix douce mais porteuse, cette découverte aurait privé certains individus de leurs biens. Des individus qui, pendant de nombreuses années, ont vécu assez confortablement sur des terres qui ne leur appartenaient. Pas légalement. » Elle laissa le silence s'étendre, le poids de ses paroles s'abattant sur chaque auditeur. « C'est pourquoi, dit-elle, M. Blackstone a dû être réduit au silence. » À ce moment-là, le sergent Vine entra dans la salle, portant la silhouette qui s'était enfuie la veille au soir, désormais maîtrisée et furieuse. C'était le docteur Bassett. Les villageois reculèrent sous le choc collectif. Le docteur Bassett se débattait. Sous l'emprise de Vine, son visage rougeâtre tordu par la colère. « C'est absurde !» il a crié. « Je n'ai rien à voir avec... » La voix calme de Miss Marple coupa le tumulte. « Vous avez hérité de votre pratique, n'est-ce pas, docteur Bassett ?» dit-elle. « Et votre maison, la belle maison à l'extrémité et du village. Ce terrain appartenait autrefois à la famille Blackstone. » La bouche de Bassett s'ouvrit et se referma sans bruit. « Monsieur Blackstone a découvert la vérité,
a déclaré Miss Marple. Il aurait exposé les actes frauduleux. Vous auriez tout perdu. Les poings du docteur Bassett se serrèrent. C'est Edgecombe qui lui a tiré dessus, a-t-il grondé. Tu l'as dit toi-même. Miss Marple inclina la tête. Madame Edgecombe a tiré un coup de feu. Mais elle a paniqué. Le pistolet a été tiré en l'air pendant la lutte. La blessure mortelle cependant est venue d'un deuxième coup de feu, tiré à bout portant après la confusion. Elle se tourna vers les villageois d'une voix nette. Et le docteur Bassett, se glissant dans les coulisses sous couvert de panique, a tiré le coup fatal puis a mis en scène la scène pour suggérer le chaos et l'accident. Il y eut un silence stupéfait. Vous avez utilisé la performance comme masque, dit doucement Miss Marple. Un plan intelligent, sauf pour une chose. Elle a brandi un dernier élément de preuve, la lettre anonyme envoyée à Monsieur Pendlebury. Une tentative pour effrayer tous les témoins qui pourraient se souvenir de vous avoir vu dans les coulisses. Déguisé peut-être, avec une cape ou un chapeau, le docteur Bassett s'affaissa. En fin de compte, ce n'est pas la poigne ferme du sergent Vine ni les paroles de Miss Marple qui l'ont brisé, mais les visages des villageois, des gens qu'il connaissait depuis des décennies, qui le regardaient avec horreur et pitié. La suite a été rapide. Le docteur Bassett a été emmené sous haute surveillance marmonnant des jurons dans sa barbe. Plus tard, il a été révélé qu'il avait manipulé plusieurs transactions foncières locales au fil des ans, bâtissant une fortune tranquille sur une base de mensonges. Quant à Madame Edgecombe, son sort restait scellé, coupable de sa propre main, dans la panique et la honte. Le village, meurtri et meurtri, commença une fois de plus le lent processus de reconstruction. Quelques jours plus tard, Miss Marple était assise dans son jardin, coupant les fleurs fanées de ses rosiers. Le vicaire arriva, son chapeau à la main, l'air solennel. « Vous nous avez tous sauvés, Miss Marple, » dit-il sincèrement. À plus d'un titre. Miss Marple sourit faiblement. « Pas sauvés, cher révérend, dit-elle doucement. Seulement, rappelez. Rappelez. Souvent le mal ne se cache pas chez des étrangers, mais chez des visages familiers. Et que les pires crimes ne naissent pas d'une fureur soudaine, mais d'une cupidité discrète et prudente. » Elle a attaché une branche de rose errante. « Et ça, » ajouta-t-elle doucement, « même dans un endroit aussi charmant que la croix de Saint-Edmond, la nature humaine reste ce qu'elle a toujours été, complexe, fragile et terriblement fascinante. » Le vicaire, ne sachant que dire, murmura un accord et prit congé. Miss Marple le regarda partir, ses yeux bleus perçants, gentils mais impitoyables. Il y aurait d'autres tempêtes, elle le savait, autres mystères. Mais pour l'instant, le village dormait dans une paix précaire. Et elle, toujours vigilante, entretenait son jardin et attendait. Comme toujours. 2 jours plus tard, par un après-midi frais et venteux, les villageois sont à nouveau réunis dans la salle paroissiale, non pas pour faire la fête cette fois, ni sous un nuage de peur, mais avec une curiosité solennelle. Le vicaire l'avait suggéré, une réunion pour purifier l'air et permettre à Miss Marple d'expliquer les événements enchevêtrés qui avaient tant perturbé leur petite communauté. Ce n'était pas tout à fait une enquête ni un procès, mais quelque chose de particulièrement anglais. Un décompte de village mené avec des pots de thé fort et des assiettes de biscuits au gingembre. Miss Marple était assise à une petite table à l'avant du couloir, un châle en dentelle drapé sur ses épaules, son tricot soigneusement mis de côté. Autour d'elle, les villageois murmuraient et bruissaient, comme le vent dans les haies. Madame Finch avec son plus beau chapeau, Miss Hart avec un bloc-notes prêt, à bavarder, Monsieur Pendlebury à la fois châtié et suffisant, et la pauvre jeune Mavis Denham, serrant la main de George Anstruther pour se réconforter. Le sergent Vine se tenait maladroitement près de la porte, ayant finalement accepté que Miss Marple livrerait le résumé avec beaucoup plus de clarté et de tact qu'il ne le pourrait jamais.
Le vicaire ouvrit la séance par quelques paroles solennelles, puis céda la parole à Miss Marple, qui se leva avec une dignité tranquille. « Merci à tous d'être venus, » dit-elle, sa voix douce mais portant jusqu'aux coins les plus reculés de la salle. « Je vais essayer, à ma manière humble, d'expliquer ce qui s'est passé et pourquoi. » La pièce resta silencieuse. Miss Marple joignit légèrement les mains devant elle. « Quand Edmund Blackstone est venu vivre parmi nous, commença-t-elle, il a apporté avec lui non seulement un désir de paix mais aussi certains secrets. Il y eut quelques hochements de tête. Tout le monde se souvenait de la réticence de Blackstone. Il avait découvert des irrégularités, a poursuivi Miss Marple. Des fraudes commises il y a longtemps concernant des terres qui appartenaient à juste titre à la famille Blackstone. Des terres sur lesquelles vivent aujourd'hui certains de nos citoyens les plus éminents. Un murmure parcourut la salle. Monsieur Blackstone avait l'intention d'engager une action en justice, a déclaré Miss Marple. Il avait rassemblé des preuves et préparé tranquillement son dossier. Elle jeta un regard significatif aux villageois. Cela mettait naturellement en danger ceux qui avaient beaucoup à perdre. Elle fit une pause. Et c'est cette menace qui lui a coûté la vie. Une respiration collective retenue, puis lentement relâchée. La voix de Miss Marple restait calme, presque conversationnelle. Madame Edgecombe, comme nous le savons, avait ses propres raisons de craindre Monsieur Blackstone. Le détournement des fonds, paroissiaux. Elle a agi de manière imprudente, tentant de l'effrayer ou peut-être même de lui faire du mal pendant la représentation. Plusieurs visages se tournèrent instinctivement vers la chaise vide, où Madame Edgecombe aurait dû s'asseoir. Mais Madame Edgecombe n'était pas la véritable meurtrière. Haletement cette fois. Miss Marple hocha la tête sereinement. Elle a tiré un coup de feu en panique, mais ce n'était pas mortel. Le véritable tueur, le docteur Bassett, a utilisé la confusion pour frapper. Il a tiré un deuxième coup délibéré à bout portant, assurant la mort de Monsieur Blackstone. La révélation s'installa comme un épais brouillard sur la pièce. L'absence du docteur Bassett, arrêté et attendant son procès dans une prison de Londres, était désormais pleinement expliquée. Il l'a fait, dit doucement Miss Marple, pour protéger la vie qu'il avait bâtie sur une terre qui n'était pas vraiment la sienne. Une terre dont il avait hérité par de faux actes il y a de nombreuses années. Il y eut un silence stupéfait. Miss Marple a laissé un moment pour comprendre avant de continuer. Par la suite, lorsque la culpabilité de Madame Edgecombe a été révélée, le véritable meurtrier a dû se sentir en sécurité, jusqu'à ce que M. Pendlebury reçoive une lettre anonyme. Tous les regards se tournèrent vers M. Pendlebury qui devint rouge vif. Ce n'était pas, comme certains le pensaient, une menace provenant d'une nouvelle source, a déclaré Miss Marple, les yeux légèrement scintillants. Il s'agissait plutôt d'une tentative du docteur Bassett de faire taire quiconque se souviendrait d'avoir vu quelque chose de suspect pendant les moments chaotiques dans les coulisses. M. Pendlebury ouvrit la bouche, la referma, et finalement hocha la tête d'un air penaud. Heureusement, a poursuivi Miss Marple, une mauvaise conscience rend souvent les gens insouciants. Le docteur Bassett a paniqué. Et cette panique nous a conduits à la vérité. Elle croisa les mains, sa voix étant désormais très douce. Je ne raconte pas ces événements pour provoquer davantage de division ou de souffrance, mais parce que, la vérité aussi douloureuse soit-elle, est toujours le premier pas vers la guérison. Elle sourit aux villageois rassemblés. Un petit sourire chaleureux. Et parce que je crois que nous devons réapprendre à nous faire confiance les uns, les autres, et reconstruire notre communauté non pas sur la suspicion, mais sur la compréhension. Il y eut une longue et lourde pause après qu'elle eut fini de parler. Puis, lentement, doucement, les villageois ont commencé à murmurer entre eux, non pas les ragots aigus et suspects des semaines précédentes, mais une conversation plus douce et plus réfléchie. Madame Finch s'essuya les yeux avec un mouchoir. Monsieur Pendlebury a marmonné quelque chose à propos d'avoir toujours soupçonné qu'il y avait plus à faire.
Miss Hart griffonnait rapidement dans son carnet, préparant sans doute une lettre épique à sa sœur du village voisin. Et la jeune Mavis Denham, enhardie par la clarification du nom de George Anstruther, se tourna vers lui avec des yeux brillants et lui murmura quelque chose qui le fit sourire timidement. Le vicaire se leva pour remercier Miss Marple, la voix pleine d'émotion. « Vous nous avez rendu un grand service, Miss Marple, » dit-il. « Non seulement pour découvrir la vérité, mais aussi pour nous montrer la meilleure voie à suivre. » Miss Marple se leva, rassemblant son sac à tricoter avec un modeste mouvement de tête. « J'observe simplement la nature humaine, » dit-elle avec légèreté. « C'est, je trouve, infiniment fascinant. » Dehors, le vent s'était calmé, et le ciel était d'un bleu tendre et aqueux. Les dernières roses s'accrochaient courageusement aux buissons. L'air sentait légèrement la fumée de bois et la douceur piquante des pommes tombées. Miss Marple rentra chez elle à pied à travers le village, sans se presser. Ici et là, les villageois lui faisaient signe depuis les fenêtres et sur le seuil des portes, non seulement en signe de reconnaissance polie, mais avec quelque chose de plus authentique, de la gratitude et une confiance qui naissait lentement. Elle savait que cela prendrait du temps. Les blessures, même invisibles, guérissaient lentement, mais ils guériraient. En arrivant à son portail, elle s'arrêta pour regarder le village, ses cheminées tordues, ses ruelles sinueuses, son mélange de beauté et de fragilité. La croix de Saint-Edmond perdurerait, comme toujours, et elle, Miss Marple, supporterait cela, observant tranquillement, comprenant tranquillement, préparée tranquillement. Car partout où les cœurs humains étaient mêlés d'orgueil, d'ambition, de jalousie ou d'amour, partout où les secrets couvraient derrière des rideaux de dentelle et des visages souriants, il y aurait toujours des mystères. Et il y aurait toujours Miss Marple. L'automne est arrivé à la croix de Saint-Edmond comme toujours, enveloppant le village d'une brume dorée et d'un parfum de terre humide. Les haies brillaient de hanches et d'éperviers, et les dernières hirondelles s'élançaient bas au-dessus des champs avant leur long voyage vers le sud. Mais cette année, quelque chose était différent. Sous les rythmes familiers de la vie, quotidienne, coulait un courant plus profond, une détermination prudente et tranquille. Les événements de l'été avaient laissé leur marque invisible mais indéniable, comme une cicatrice cachée sous une manche. On n'en discutait pas ouvertement. Les villages anglais, après tout, préféraient que leur tragédie soit traitée avec dignité et discrétion. Mais il y avait une nouvelle tendresse dans la façon dont les voisins se parlaient, une nouvelle vigilance dans la façon dont ils veillaient sur les plus vulnérables d'entre eux. La foire était terminée, le rideau était tombé. Mais la croix de Saint-Edmond avait changé, et dans sa maison couverte de roses, Miss Marple observait tout cela de ses yeux doux qui voyaient tout. Il y avait beaucoup à reconstruire. Au presbytère, le révérend Hartnell a organisé des collectes de charité et des dîners de récolte avec une énergie renouvelée, déterminé à relier les bords effilochés de la paroisse. Il parlait souvent de pardon, de résilience, de raccommoder les filets avant de les jeter à nouveau à la mer. Au Rose and Crown, M. Pendlebury était plus calme ces jours-ci, mais n'aimait pas moins tenir la cour autour de sa pinte du soir. Il prenait soin maintenant de vérifier ses faits avant de déclarer ses opinions, ce qui en soi était un petit miracle. La maison de Madame Edgecombe est restée fermée et vide, rappelant silencieusement que même les façades les plus grandioses peuvent s'effondrer. On disait qu'elle ne reviendrait pas. Des parents éloignés de Cheltenham l'avaient accueillie et là, elle vivrait ses jours dans une modeste obscurité. Quant au docteur Bassett, son nom était rarement prononcé, et seulement à voix basse. Sa culpabilité avait blessé le village plus profondément que le crime lui-même. Une trahison de confiance dont la guérison prendrait beaucoup plus de temps. Les enfants du village, merveilleusement résistants, transformèrent bientôt toute
L'affaire en jeu jouée parmi les haies. Meurtre à la foire, devenant un favori, à la grande consternation de leur mère. Et la vie, têtue et tendre, continuait. Un après-midi, alors qu'octobre s'installait fermement dans la campagne, Miss Marple reçut une visite. C'était le jeune George Anstruther, qui avait l'air un peu plus confiant ces derniers temps, et Mavis Denham à ses côtés, sa main glissée timidement dans le creux de son bras. Miss Marple les accueillit chaleureusement dans son salon douillet, où un feu crépitait joyeusement dans la cheminée. « Nous voulions juste vous remercier comme il se doit, Miss Marple, » dit sincèrement George, ses oreilles devenant roses. « S'il n'y avait pas eu toi… » Il hésita, les mots lui manquant. Mavis reprit le fil, les yeux brillants. « Vous l'avez… » « Sauvé. Vous nous avez vraiment sauvés tous les deux. » Miss Marple sourit et versa du thé, pressant des biscuits au gingembre dans leurs mains. « Mes chers jeunes, » dit-elle doucement, « il n'y a pas besoin de remercier. J'ai simplement remarqué ce qui était déjà là à voir. Mais personne d'autre ne l'a fait, » a déclaré George en secouant la tête. Ils étaient prêts à croire au pire. Le sourire de Miss Marple s'effaça un peu. « Les gens le sont souvent, » dit-elle doucement. « La peur a tendance à obscurcir le jugement. Et parfois, » a-t-elle ajouté, « la bonté peut être une chose. Plus discrète que la méchanceté, moins remarquée, moins dramatique. » George baissa les yeux, jouant avec sa tasse de thé. Miss Marple se pencha légèrement en avant. « N'oubliez pas tous les deux, la suspicion est facile. La compréhension est plus difficile, mais c'est la compréhension qui maintient la cohésion d'une communauté une fois les tempêtes passées. » Ils partirent peu après, marchant main dans l'allée du jardin, la tête rapprochée, l'avenir s'étendant devant eux comme une route lumineuse et inexplorée. Miss Marple les regarda partir, le cœur allégé. Une semaine plus tard, il y a eu un petit rassemblement à la salle paroissiale, une célébration des récoltes, organisée à la hâte et joyeusement désorganisée. La salle avait été nettoyée, des guirlandes neuves pendaient aux poutres, et de longues tables gémissaient sous le poids des tartes, du pain et des pots de confiture. Miss Marple était assise près de la fenêtre, une assiette de tarte aux pommes devant elle, écoutant le bourdonnement des conversations et des rires. Ce n'était pas si différent de la foire paroissiale d'il y a tous ces mois, et pourtant, c'était le cas. Il y avait une nouvelle ouverture, une nouvelle humilité parmi les villageois, née d'un chagrin et d'une survie partagée. Madame Finch et Madame Sims, autrefois de féroces rivales pour les recettes de confiture, discutaient désormais amicalement. Monsieur Pendlebury a interrogé le jeune Peter Alsop sur ses travaux scolaires, plutôt que de hurler ses opinions. Même Miss Hart, la maîtresse de poste, avait pris l'habitude d'offrir un accueil chaleureux avec le courrier du matin plutôt qu'un regard suspect. Ils avaient été testés, et même si les cicatrices subsistaient, elles n'avaient pas été brisées. Alors que le soleil baissait et que la salle se remplissait de la lueur dorée des lampes à huile, le vicaire se leva pour prononcer un bref discours. Il a parlé, simplement, et de manière émouvante, des épreuves qu'ils avaient affrontées, de l'importance de la gentillesse et du courage tranquille manifestés par certains d'entre nous, ses yeux s'attardant de manière significative sur Miss Marple, qui n'ont jamais perdu de vue la vérité. Il y eut alors des applaudissements, sincères, et Miss Marple, rougissant légèrement, baissa la tête et sirota son thé. Elle n'aimait pas les applaudissements. Les applaudissements suggérèrent la finalité, et au cours de sa longue vie d'observatrice, elle avait appris qu'une telle chose n'existait pas. La bonté doit être entretenue quotidiennement, comme un jardin. La vérité doit être chérie, avec soin, comme une fleur rare. Et la vigilance, douce et constante, ne doit jamais être mise de côté. Plus tard, rentrant chez elle sous un ciel de velours constellé d'étoiles, Miss Marple réfléchit aux événements qui s'étaient déroulés. Ce n'était pas le premier meurtre dont elle était témoin,
Et ce ne serait pas non plus le dernier. La nature humaine avec toutes ses fragilités y a veillé, mais c'était peut-être le plus poignant. Car la croix de Saint-Edmond n'avait pas seulement résolu un mystère. Elle s'était en quelque sorte rachetée, non pas en oubliant ses blessures, mais en les acceptant, en choisissant d'être meilleure malgré elle. Miss Marple sourit doucement. Il y aurait toujours de l'orgueil, de la jalousie, de l'avidité, les vieux péchés familiers, mais il y aurait aussi de la loyauté, de la compassion, du pardon. Et c'est cela, pas seulement la justice, mais la miséricorde, qui lui a donné foi dans le petit village, où elle appelait son chez-soi. Elle ouvrit son portail, s'arrêta pour admirer le doux bruissement de ses roses dans la brise, et entra, le cœur plein. Demain, il y aurait du thé à préparer, des lettres à répondre, des chaussettes à repriser. Demain, la vie continuerait, et elle le regarderait se dérouler, doucement, vivement, avec amour, comme elle l'avait toujours fait, et le ferait toujours. Car partout où il y avait des secrets derrière des rideaux de dentelle, et des chuchotements autour des tasses de thé, partout où il y avait de petites gentillesses, et de petites trahisons, il y avait des mystères, et il y aurait Miss Marple toujours patient, toujours vigilant, toujours prêt.